Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis midi côte pour les webinaires de French Morning. Vous êtes un peu plus de 100 aujourd'hui à vous être inscrits. Merci pour votre fidélité au fur et à mesure des années. Alors, je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les Français aux États-Unis depuis maintenant plus de 16 ans. Au programme d'aujourd'hui, on va voir l'immobilier à New York, de l'acquisition au financement, et on va essayer de vous donner toutes les étapes. Donc, on va faire aussi un petit bilan du marché actuel, de la négociation du contrat en passant par le closing, et bien sûr, les options de prêt hypothécaire résidentiel. Vous saurez tout après avoir visionné ce webinaire. Donc, restez avec nous. Alors, les trois experts du jour sont Renaud Detilly et Marius Coulon de Detilly Real Estate. Ils sont quatre même aujourd'hui. On a Betty Benzakein, spécialiste des prêts hypothécaires conventionnels et jumbo pour les emprunteurs internationaux. Elle est chez HSBC. Et puis, on a Mathias Yubi, avocat au barreau de New York, spécialisé en droit de l'immobilier. Bonjour à tous les quatre. Je vais tout de suite donner la parole à Renaud. Juste avant de te donner la parole, Renaud, je veux juste vous dire tous, vous pouvez poser des questions. On est en direct sur Zoom et vous posez vos questions aussi sur LinkedIn puisqu'on est aussi en direct sur LinkedIn. Renaud, tu peux partager son écran si tu le souhaites. Et puis, moi, je reviendrai à la fin pour vous poser des questions. Merci. Avec plaisir, merci Romain. Donc si vous le voulez, le planning d'aujourd'hui, on va essayer de parler d'un petit peu tout sur le marché immobilier. D'abord de qui on est et jusqu'à quelles sont les étapes pour acheter, où est-ce qu'il faut acheter et comment va être le marché en 2024. Alors je vais vous partager mon écran, le voilà. Comme ça, vous allez me voir en haut à droite. Et c'est parti. Donc, de Thierry Lessette, me voilà. Je suis le fondateur et le broker de Detti Real Estate. Marius Coulon, qui est en bas, est le directeur international en ce moment. Il est à Paris car nous avons ouvert un nouveau bureau parisien et donc on est en duplex entre New York et Paris, donc ça c'est super. Et puis Mathias Assonville est le troisième de notre équipe de management et qui est notamment responsable des expats ici à New York parce qu'on est très très spécialisé sur l'arrivée des expats, mais il fait aussi bien évidemment de la vente et des achats avec d'autres de ses clients. En quelques mots, de Thierry Lessette, on est les experts en immobilier résidentiel à New York, en opposition avec le commercial. On est l'agence numéro un des francophones à New York City, donc on accueille en fait toutes les familles qui arrivent ici de France ou même des quatre coins du monde. Donc on est pas loin de faire, de gérer une famille sur deux qui arrive ici à New York. Donc on est très content, on continue d'avoir cette bonne réputation. En trois mots, voilà nos trois grandes activités qui sont autour de Detti Real Estate. On fait l'immobilier résidentiel, on fait du développement et de la construction et on fait de la gestion locative. Donc, on est une agence traditionnelle, achat, vente, location. On fait de la gestion locative. Pour tous ceux qui ont acheté ou avec nous, d'ailleurs, ou même pas avec nous, ben, on peut gérer toutes les histoires de locataires à renouveler, de contrats, de problèmes de clés qui sont bloqués dans la serrure, de clim l'été et de chauffage l'hiver. Et puis, on a un projet, c'est même pas un projet, ça s'appelle le développement construction. Ça, c'est plus à l'intention de nos clients qui sont des investisseurs, majoritairement européens, mais ça peut être aussi des investisseurs américains. On achète des maisons, on les développe, on les agrandit et on les revend et on fait entre les deux une marge qui est très intéressante. Voilà, donc Edeti, évidemment, est au cœur de tout ce système-là. Le property management, je vais y aller très très vite, c'est la gestion locative. Ce que je vous disais, on gère toute la relation pour un propriétaire avec son locataire. On est aussi très très fort, donc je vous disais, sur on est les experts des expats. Voilà, donc on fait beaucoup d'accompagnement de familles francophones qui viennent s'installer à New York. Euh, il y a un savoir-faire qui est unique
pour proposer des dossiers d'expatriés parce que bah, ils sont pas américains, ils n'ont pas de crédit history, ils n'ont pas de compte en banque. Donc voilà, il y a une manière très spécifique. Et comme on est gaulois, on connaît la recette de la potion magique et on a la recette de cette potion magique qui fait que dans quasiment 100% des cas, les dossiers de nos clients sont acceptés par les propriétaires ici. Et généralement, pourquoi est-ce que je parle des expats? C'est parce que les gens qui restent ou les familles qui restent plus de 3 ans, bah, ça devient beaucoup plus intéressant pour eux au bout de 3 ans de se dire, tiens, si on achetait plutôt que de dépenser 10, 15, 20 1000 dollars par mois dans une location. La partie de real estate, je vais vous le dire de manière très, très... Il y a une chose qui est très vraiment qui est meilleur entre guillemets à Paris, qu'à Paris, ici à New York, c'est qu'on a le MLS. Le MLS, c'est que toutes les annonces d'achat ou de location sont centralisées dans un système central qui s'appelle le MLS et on va tous pouvoir avoir accès à toutes les annonces qui sont disponibles, que ce soit à l'achat ou à la vente. Je rephrase, ça veut dire que l'information est facile à trouver ici, tout est public en fait. Voilà. Elle est aussi publique, évidemment, sur notre site Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tout visiter, on peut tout louer, ou on peut tout acheter avec de Real Estate ou à New York grâce à nous. Donc ça veut dire à peu près 15 000 propriétés qui sont à louer, 15 000 propriétés qui sont à vendre, qu'on peut aller visiter et qu'on peut aller soit louer ou soit acheter. Ça, c'est le système qui est génial de New York, c'est que ben, on peut aller piocher dans ce grand système et les systèmes des commissionnements sont complètement régulés aussi. Et il est très simple, c'est strictement partagé en deux parties égales. Alors, on est très, très différent du système français où il faut aller dans toutes les petites agences pour aller chercher son bien. Et on va voir qu'avec The Real Estate Paris, on a trouvé une idée qui marche très bien. Donc, on importe le système américain sur Paris. Pour vous parler en deux mots du système et du marché new-yorkais, euh, il y a à New York 1 million de millionnaires. C'est la ville au monde là où il y a le plus de gens riches. Voilà. Donc, ce qu'il faut juste savoir par rapport à Paris, si je veux comparer par rapport à Paris, mais on pourrait comparer par rapport à d'autres capitales, c'est une ville qui vaut 2 fois plus cher, grosso modo, que Paris. C'est une ville où il y a plus d'1 million de millionnaires. C'est une ville où il y a plus de 21, 22 000 personnes qui ont plus de 30 millions de dollars d'assets sur leur compte en banque. Donc, ce qui fait de New York une des villes les plus attirantes et attrayantes au monde. Et on va pouvoir notamment expliquer un phénomène qui s'est passé sur les dernières années, c'est l'augmentation du prix de l'immobilier. On va, oui, on va Oui, pas. Vas-y, je t'écoute, Romain. Tu voulais dire quelque chose? Non, ou non, Marius. c'était moi. Non, non, on voulait parler du marché immobilier et pour parler de 2024, il faudrait revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en 2023 et même en 2022. Là, on a les chiffres du Q4 2023. C'est la première augmentation depuis 4 trimestres de baisse. Mais on a une disparité assez forte entre le resale, donc l'ancien, les condos et les coops, avec les new dev. On l'avait un peu prédit il y a déjà deux webinaires de ça, il y a un an et demi. Les développeurs ont fait d'énormes concessions et on a fait des très très belles transactions avec eux, avec nos clients français notamment, moins 20, moins 25% sur certains biens à Chelsea et à Flatiron, notamment sur deux gros buildings. Mais on a une augmentation de 3,8% là, comparé au Q4 de l'année dernière. Donc, en résumé, Manhattan, depuis un an et demi, les prix sont quand même maintenus, même s'il y a eu une baisse des transactions de 40% après l'augmentation des taux en mai, en mi-2022, on va dire. Et les prix sont restés stables, tout simplement parce que l'inventaire était déjà assez faible. Euh, et actuellement, l'inventaire est 20% moins élevé qu'il était à la même période il y a 2 ans. Et ce qu'on voit actuellement sur le marché depuis la fin 2023, c'est un regain d'énergie, beaucoup plus d'acquéreurs sont sur le marché. Notamment, on a presque 10% de contrats signés en plus en janvier 2024, ce qui remonte ce nouveau dynamisme là à Manhattan.
car les taux commencent à redescendre. Betty va en reparler peut-être un petit peu, mais on est autour de 6-7% quand on était à 8 il y a quelques semaines, quelques mois. Et les acheteurs avec financement, qui représentent à Manhattan que environ un tiers, commencent à revenir, et surtout les primo-accédants reviennent sur le marché après 18 mois où ils se sont arrêtés. Donc, on va avoir un flux d'acheteurs important là, qui arrive au printemps-été. Si l'inventaire reste aussi faible, les prix vont fortement augmenter. Voilà. Pour Manhattan, pour Brooklyn, c'est à peu près la même chose. Là, il y a une baisse là, depuis 3 trimestres, une légère baisse. Mais si on regarde en détail, cette baisse concerne les coops et non pas les condos. Les condos se portent très bien et les new dev aussi. Euh, mais comme à Manhattan, en fait, les prix restent assez stagnants, voire augmentent un petit peu. Même si les transactions ont baissé de 20%, l'inventaire reste très très faible, moins 15% depuis, si on compare il y a 2 ans. Le chiffre important, en tout cas à Brooklyn, c'est que ça redémarre aussi. On a plus 18% de contrats sur les maisons, plus, j'ai plus le chiffre pour les condos, c'est pareil. Et il y a un nouveau phénomène qu'on voit actuellement, un nouveau phénomène qu'on appelle le luxury market qui existe à Brooklyn. On a énormément de ventes au-dessus des 2, 3, 4 millions en moyenne, ce qui n'était pas le cas avant. Les riches new-yorkais, les investisseurs étrangers n'ont plus peur d'investir à Brooklyn. Ils viennent acheter des condos, acheter des maisons, parfois à plus de 2000 $ du square feet, soit plus de 20 000 € du mètre, ce qui était impensable il y a 5, voire 10 ans. Donc pour 2024, Brooklyn, là, on est passé sur la slide de la décade. Oui, juste revenir sur Brooklyn pour 2024, on pense que ça va continuer à augmenter avec des quartiers qu'on appelle un peu locomotives, tels que Carroll Gardens, Borough Mill, Cobble Hill, Brooklyn Heights, Williamsburg, Greenpoint, qui tirent tout le monde vers le haut parce qu'on a une meilleure qualité de vie, on a plus d'espace, on a plus de calme et les taxes foncières moins importantes qu'à Manhattan. Donc, Brooklyn va continuer à monter ces prochaines années. Et pour les slides d'après, on a fait un petit retour sur 10 ans. On a fait un petit retour sur 10 ans pour voir ce qui s'est passé à Manhattan. Non, c'est que à Manhattan. Donc, on a une baisse des prix de environ 10% des coops versus une augmentation des prix de 36% des condos. Si on compare avec Paris, Paris sur 10 ans, c'est 18%. Donc, il faut comparer condo, hein, parce qu'à Paris, on n'a que des condos, on n'a pas de coop. On n'a pas expliqué la différence, on pourra le faire peut-être après. Donc, les grands perdants, c'est les coops dans l'histoire, notamment dans des quartiers historiques comme l'Upper East Side. Et c'est aussi quelque chose de nouveau qu'on voit et qu'on commence à proposer avec de TD Real Estate, qui n'était pas le cas avant. Les coops, on les mettait de côté et là, on commence à avoir un attrait parce que vous allez pouvoir gagner en espace. L'opportunité pour les acheteurs d'avoir plus d'espace, surtout les résidents new-yorkais, même des résidents non-résidents français qui habitent à New York ou pour des pieds-à-terre. Pour le même prix qu'un condo, c'est 25% moins cher. L'avantage aussi, c'est qu'on économise la mortgage tax de 2% donc pour le closing cost. Betty pourra vous en parler aussi. Et évidemment, chaque coop est différent. C'est moins liquide, donc c'est du cas par cas. Mais c'est quelque chose de nouveau qu'on explore sur des opportunités d'achat avec des acheteurs plus jeunes qui rentrent dans les coops et qui changent les règles. Et on espère que ces règles vont s'assouplir et peut-être le Graal, les conversions en condo. Donc ça, c'est le jackpot. Quand un coop est conversé en condo, vous gagnez tout de suite 20%. Et ça, il y a 10-15 ans, il n'y avait aucun intérêt d'acheter un coop parce que c'était aussi cher que des condos. Là, au cas par cas, on peut commencer à regarder en tout cas. Oui, puis nous, nos clients qui sont aussi pour la majorité des investisseurs, les coops avaient aucun intérêt dans la mesure où c'était quasiment impossible de les louer, les règles étaient vraiment très très strictes. Donc ça valait moins cher, mais il y avait une contrepartie qui était que le Exactement. process d'achat était beaucoup plus embêtant et il y avait des restrictions très fortes sur le fait que tu n'avais pas le droit de louer ton appartement, quoi. Donc Et grosso c'est modo, toujours le c'était un petit cas, peu moins mais intéressant. au cas par cas, ça commence à évoluer.
Ouais, tu as raison, ça pourrait faire en fait l'objet même presque d'un webinaire sur quel est l'avenir des coops. Est-ce qu'on va continuer à avoir des coops tels qu'on les a connus par le passé, où c'était vivons heureux, vivons entre nous, alors qu'aujourd'hui, bah, on a la nouvelle génération qui arrive dans les coops et qui a plutôt envie d'ouverture, voilà, c'est un problème plus générationnel et qui a beaucoup moins envie d'être enfermés les uns avec les autres. Effectivement. Je voulais juste rappeler un autre truc, c'est que on est avec De Thierry Real aussi présent dans les Hamptons et dans les Catskills pour l'hiver, mais les Hamptons qui est le lieu de villégiature des Américains pour l'été. Donc cette partie de Long Island, la fin de Long Island qu'on appelle les Hamptons, on a beaucoup de clients qui achètent avec nous des maisons secondaires là-bas, où on a aussi des investisseurs, Marius, qui achètent aussi des maisons dans le but de les louer. Et les rendements locatifs en fait dans les Hamptons sont absolument fantastiques parce que bah, c'est un endroit où tous les New-Yorkais ont envie d'aller Exactement. l'été. Et donc, on voit des prix de location à la semaine qui sont parfois complètement délirants et voilà, qui sont de plusieurs dizaines de milliers de dollars la semaine, 20 000, 30 000, 40 000 dollars la semaine. Oui, on accompagne ces clients investisseurs qui cherchent à faire plus du short terme. Et là aussi, on est expert, sachant que certaines villes ont des lois sur le short terme qui sont très précises. Donc, on sait exactement ce qu'il faut acheter, où il faut acheter, et surtout où il ne faut pas acheter si vous voulez faire de l'investissement en short terme comme ça, Airbnb dans les Hamptons. On est aussi présent à Miami. On vient pardon, de faire notre première très très grosse transaction à Miami sur un lot qui donne sur l'eau et qui va être détruit pour reconstruire des maisons. On travaille avec un des meilleurs brokers, si ce n'est le meilleur broker de Miami. Donc, on est vraiment très, très content de ce développement aussi à Miami. Donc, sachez que si vous avez des sujets aussi à Miami, et notre broker local, un autre Ouais. broker local, Marius, Ouais. qui en ce moment est à Paris. Donc, on vient d'ouvrir un bureau à Paris. Marius, je te laisse en parler 2 secondes. Oui, ça fait longtemps qu'on travaille avec Paris. Là, depuis un an et demi, il y a un vrai, un vrai rush des clients étrangers, notamment américains, qui achètent à Paris. 2022, c'est le record des Américains qui ont acheté en France. Et on a donc accompagné ces clients comme on le fait à New York, donc comme des chasseurs d'appartements où on leur propose l'intégralité du marché et on va pouvoir évidemment trouver le meilleur appartement au meilleur prix pour eux. Là, actuellement, on a 5 recherches en cours. Ça va du simple petit studio ou cinq chambres avec une vue Tour Eiffel ou une adresse très prestigieuse. Et à la fois, nous avons nos clients expats, donc nos clients qui sont à New York, qui sont aux États-Unis, qui investissent aussi en France, donc qui nous contactent pour justement acheter en France tant qu'ils sont aux États-Unis. Ils peuvent emprunter évidemment aussi en étant français. Donc on a beaucoup de clients comme ça. Et on a également des mandats de vente qui arrivent. On en avait quelques-uns. On travaillait avant avec des agences en partenariat. Aujourd'hui, c'est De Thierry Real Estate qui peut vendre vos biens. Et, euh, et actuellement, donc, on va avoir un très grand appartement familial au cœur de Saint-Germain dans les prochaines semaines. On a un très beau pied-à-terre dans le 8e qui arrive aussi, un studio dans le 17e. Et ça, ce sont nos clients à la fois étrangers, américains qu'on a depuis toutes ces années, et à la fois nos clients expatriés français qui souhaitent revendre, qui ont confiance et savent comment on travaille depuis toutes ces années avec eux, qui ont acheté avec nous à Miami, à New York et maintenant à Paris. Euh, Et je me on permets est une en... petite parenthèse, Ouais, Marius, c'est de dire aussi que tous les trois, c'est-à-dire Renaud, Marius et Mathias, on était tous les trois des agents immobiliers à Paris avant d'arriver à New York. exactement. C'est un marché qu'on connaît hyper bien, tant dans le côté législatif que dans le côté voilà, des prix. C'est pour ça aussi que nos clients américains étrangers nous aiment bien parce qu'on comprend Ouais. comment ça marche chez eux, comment ça marche à Paris et les pièges à éviter et généralement on leur fait faire
de très très belles affaires, surtout en ce moment où Paris, on est à peu près à -5, -6% l'année dernière, -8% sur 2 ans. Nous avons les JO qui arrivent. Il peut y avoir un effet Jeux Olympiques qui, on l'a vu dans les années précédentes à Londres, Londres en 2012, Athènes et Tokyo, où les mois qui ont précédé donc les JO ont vu l'immobilier progresser de 15 à 20% sur ces villes. Sachant que Paris a beaucoup ralenti, le dollar est toujours assez fort comparé à l'euro. Il y a beaucoup d'étrangers qui achètent. Donc, évidemment, si vous avez, si vous avez des projets de vente à Paris, n'hésitez pas à nous appeler. Moi, je suis à Paris là, pour les prochaines semaines, car on est en train de lancer le bureau, donc monter une équipe et développer cette agence pour faire ce vrai hub entre New York et Paris qui fait vraiment sens. N'hésitez pas à nous contacter et on pourra se rencontrer avec grand plaisir pour discuter de vos projets, que ce soit à Paris, New York, Miami, les Hamptons ou même ailleurs, on pourra vous aider. Alors, un dernier petit mot rapide sur le développement immobilier. Donc, vous voyez qu'on on fait des chantiers. L'idée, c'était que on achète un endroit, on l'agrandit, on le rénove et on le revend. Là, je vais vous parler juste d'un seul projet. Donc là, pour le coup, Betty peut aussi vous aider et Mathias aussi. Là, j'ai une maison qui est juste à côté de Carroll Gardens, à la frontière de Carroll Gardens et de Gowanus dans Brooklyn, hyper bien situé, vraiment dans un quartier très très chic. C'est une maison qu'on achète 2 millions. On va mettre à peu près 1,5 million en frais de construction et d'agrandissement. La durée du projet, elle est de maximum 24 mois. Elle peut être moins que ça, mais on est assez conservateur sur nos chiffres de départ. Et c'est une maison qu'on va revendre dans les 6 millions et quelques de dollars. Donc, ça veut dire qu'on va se faire un net profit après taxe donc après tout, donc ce qu'on appelle le vrai net d'un million 3. Donc voilà, on investit 2 millions d'un coup, 1,5 million sur 24 mois et le net gain after tax, il est de 1,3 million au bout de 24 mois. Voilà, donc il y a tous les détails si vous voulez regarder de ce que c'est, mais en termes de constructibilité, c'est une maison qui a un potentiel de 3600 square feet de constructible, qui n'en a que 2000 de construit, donc on va en construire en grosso modo 1500, 1600 de plus. Voilà à quoi ça ressemble, c'est avant-après. Avant, bah, c'est une vieille maison. Après, c'est une maison complètement rénovée et très attrayante. Et c'est des maisons qu'on va pouvoir revendre dans ces quartiers-là facilement à plus de 6 millions de dollars. On a des exclusive listings, on voulait en mettre un en particulier en avant, qui est un appartement qu'on a à vendre, qui est au-dessus du MoMA. Je ne sais pas si pour ceux qui sont déjà allés à New York, qui habitent New York et qui sont déjà allés au MoMA, et ben, c'est juste au-dessus du musée. C'est dans le Museum Tower et on a un appartement absolument fantastique avec une vue entre deux buildings, je vous l'accorde, mais une belle vue sur Central Park. Un appartement qui fait 2280 square feet, donc ça veut dire un peu plus de 210 mètres carrés. Ouais, 250, ouais. Ouais. Un peu plus. Comment acheter? Alors, c'est là où on va rentrer un petit peu dans le plus dur. Il y a 8 étapes qui sont très simples. Un, on définit son financement. Donc, il faut appeler Betty. Combien je peux emprunter? Si j'emprunte, bah, il me faut une pré-approval letter, savoir combien est-ce que je peux emprunter au maximum. Betty va vous raconter comment elle fait. Et si j'achète en cash, bah, il faut que j'ai ce qu'on appelle une lettre de preuve des fonds. Je fais une recherche active ensuite, une fois que mon financement est prévu, uniquement avec un agent de tiers real estate. Non, vous avez compris la petite blague. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on fait la recherche. Il faut d'abord définir son projet pour ensuite faire les recherches. Donc on fait les recherches. Nous, on va vous aider à sélectionner les biens, visiter n'importe lequel de ceux qu'on a sélectionnés ensemble. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est faire une offre stratégique. Donc nous, on va faire toute une analyse des données, comme on a accès à toutes les données d'achat, de vente, de prix de vente, de qui a acheté, de combien ils ont acheté, combien ils ont emprunté et même avec quelle banque, on a une idée assez précise du montant de l'offre qu'il faut faire pour obtenir le bien. Et la deuxième chose, on va négocier. Aujourd'hui, on est encore dans un marché d'acheteurs qui est favorable aux acheteurs, donc favorable à la négociation.
Ensuite, on signe un contrat de vente. C'est là où on met les 10% de déposit. C'est là où Mathias Yubi rentre en jeu et il va vous expliquer, mais toute sa due diligence. Donc, il y a tout un. L'attorney ici aux États-Unis remplace le notaire en France. Même Mathias va vous parler de tout ça. Ensuite, il y a deux choses qui se passent. On fait une inspection pour savoir que le bien, il est bien celui qu'on a vu et qu'il n'y a pas de vice caché. Et la banque, en même temps, si vous faites un emprunt, bah, va faire venir quelqu'un pour faire évaluer le montant de l'appartement et être bien sûr que l'argent que la banque vous prête correspond bien à un bien qui n'est pas surévalué ou sous-évalué. Donc, elle vient faire un appraisal. Et une fois que l'appraisal est sorti, eh bien, la banque va vous donner ce qu'on appelle la commitment letter. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est la commitment letter, le mortgage commitment, c'est le feu vert pour le closing. Et le closing étant la dernière étape, on va tous se mettre autour de la table et on va faire les échanges de titres de propriété, si c'est un condo par exemple, et la fameuse remise des clés. Voilà, donc ça fonctionne de manière assez simple. Là où nous, on est très très fort, et plus fort que nos concurrents, et en tout cas beaucoup plus fort que nos clients, que nos concurrents américains, c'est sur la partie de l'offre stratégique et de la négociation. Pourrais en revenir après, mais nos techniques, nous, de négociation et de vente, sont largement meilleures que celles des autres, ce qui fait qu'on obtient voilà, des résultats qui sont très, très satisfaisants dans ce domaine-là et on arrive à faire gagner à nos clients parfois plusieurs centaines de milliers de dollars, c'est-à-dire bien plus que notre commission. Si certains se disent, tiens, est-ce que je pourrais acheter tout seul? Ah, je vous dis tout de suite, non, vous négocierez certainement beaucoup moins bien que nous. Et en tout cas, très largement, on vous fera gagner beaucoup plus que les frais de commission. On va terminer juste là-dessus et après je vais laisser la parole à mes camarades donc Betty pour la banque et Mathias pour la partie d'avocats. Le marché, nous, en 2024, les mortgage rates vont baisser. Ils sont déjà en train de baisser. On voit que, tout à l'heure, on l'a vu avec les chiffres de Marius, c'est que bah, ce qui était en attente en 2023 eh ben, commence à repartir largement en 2024 parce que les mortgages baissent. Les primo-accédants reviennent sur le marché. Si l'inventaire n'augmente pas, ben, les prix vont repartir à la hausse. Donc ça, c'est ce qu'on commence déjà à voir. Et la compétition entre les gens, là où avant il y avait une ou deux personnes à se battre pour acheter un appart, ben, maintenant il va y en avoir 10. Et quand il y en a 10, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent parce que ben, tout le monde va se battre les uns avec les autres. Et Brooklyn restera toujours sur cette grosse dynamique d'augmentation des prix. Si on a un ticket à mettre sur un quartier en particulier, ça sera encore Brooklyn cette année. Et où investir à New York pour les résidents new-yorkais ou pour les gens pied-à-terre, eh bien, pourquoi pas maintenant, c'était le sens de tout à l'heure, au cas par cas, dans un coop qui vaut en moyenne 25% moins cher qu'un condominium. Donc, il faut voir en fonction des règles. Mais ça, c'est la grande nouveauté de 2024. Pour les investisseurs, des condominiums, c'est-à-dire des appartements que vous pouvez louer à votre guise. Et pour tous ceux qui veulent faire des plus-values immobilières, eh bien, notre programme de développement de townhouse multifamily, notamment à Brooklyn, mais on a aussi vendu des maisons dans Manhattan. Voilà, en conclusion, donc, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà nos coordonnées qui sont là. Si vous avez n'importe quelle question, posez-les dans ce webinaire ou même par ailleurs via email ou via téléphone. N'hésitez pas, on sera là pour répondre à toutes vos questions. Merci Renaud. Betty, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment on va financer tout ça? Ah bah ouais, bravo, bravo Renaud, bravo Marius, vraiment super, comme d'habitude, very entertaining. Personne ne peut s'endormir. Alors merci et super information. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé votre maison de rêve avec Renaud, Marius, Renaud de Tilly, là, là avant ça, vous m'appelez, comme Renaud a mentionné, pour qu'on voie un peu combien vous pouvez emprunter. Donc, je vais parler de trois différents types de clients. On va parler du client classique, résident aux États-Unis, qui a un credit score, qui a un visa valide pour habiter
et travailler aux États-Unis. Donc ça, on peut vous donner jusqu'à 80% pour une maison, si vous voulez acheter une maison principale, ou jusqu'à 75% pour un pied-à-terre, ou 70% pour un investissement locatif. C'est toujours le même principe pour pouvoir être qualifié pour un crédit, un mortgage. Il y a toujours trois choses, 3 sur 3. Donc, le credit score, votre revenu brut personnel et vos actifs, c'est-à-dire vos comptes de banque. Vous avez, par exemple, vous voulez emprunter 80%, vous devez nous montrer que vous avez le 20% down, les sous pour les closing costs, les reserves, c'est comme ça. Donc, il faut toujours avoir ces trois choses. Là, on discute, on voit à peu près qu'est-ce que vous voulez acheter, on fait les maths. Et là, une fois que ça va, on a déterminé, là, vous commencez le processus du pre-approval. C'est vraiment pas compliqué. Une fois que vous appliquez, on se repart, ça me prend 24 heures pour vous le remettre et il est bon, valide pendant 4 mois. Donc, on a différents types de produits. Où on peut vous donner un 30 ans fixe, ou on peut vous donner des ARM. Et ça, évidemment, je vous expliquerai comment ça marche. Mais de toutes les façons, nos taux sont vraiment compétitifs. Donc, le mortgage est en général toujours sur le nom personnel du client et le titre de la propriété peut être sur votre nom personnel ou vous pouvez le mettre sur une US LLC ou US Corporation. On vous donne aussi ce choix-là. Maintenant, je travaille aussi pour Private Banking à HSBC et là, c'est vraiment différent. Ça veut dire pour le Private Banking client qui peut être qualified pour Private Banking, on peut mettre le mortgage sur une US LLC ou US Corporation. Il y a pas mal plus de flexibilité. Donc ça, c'est pour le client classique, soit citoyen, soit résident. Ça fait un bout de temps qu'il est là, il a build son US credit. Donc ça, c'est ça. Maintenant, on va parler un peu des expats, comme Renaud avait mentionné. Ce sont plutôt pour les clients qui viennent de déménager aux US et qui n'ont pas eu encore le temps de build leur credit score. Ils n'ont pas encore le 2 ans de history d'être aux États-Unis pour leur travail, pour le credit, pour toutes ces choses-là. Do not fear, on travaille avec ce genre de clients aussi. Et on peut quand même vous donner jusqu'à 80% si vous achetez votre maison principale, malgré que vous n'avez pas le 2 ans mandatoire normalement par toutes les banques. Et ça, bien sûr, c'est toujours la même chose. Ça veut dire, on dit on peut vous donner jusqu'à 80%, mais évidemment, c'est toujours la même chose où il faut que vous qualifiez sur les trois choses principales qui sont, again, le crédit, le revenu et les assets. Donc, on sait très bien travailler avec ce genre de clients, il n'y a pas de problème. Ce qu'on n'a pas dans le history ici, on va dans le pays duquel vous venez pour avoir le reste des informations. Ensuite, une autre catégorie complètement différente, ce sont pour les clients internationaux, les clients qui travaillent, qui habitent à l'extérieur des États-Unis, qui n'ont pas de numéro d'assurance sociale américain, qui ne font pas les retours d'impôts aux États-Unis, qui n'ont pratiquement rien ici, on arrive quand même à leur donner un mortgage, un crédit. Donc, si ils achètent aux États-Unis comme un pied-à-terre, on peut vous donner jusqu'à 70%. Et sinon, si vous achetez pour un investissement locatif, on peut aller jusqu'à 60%. Donc là, on est vraiment différent des autres banques parce que comme on est une banque internationale, on arrive à offrir ce produit aussi. Donc ça, c'est un petit peu pour les différents types de clients. Bien sûr, moi, je vous conseille toujours d'avoir une discussion, d'abord de faire le pre-approval parce que Renaud, Marius, tout le temps, quand ils veulent proposer votre offre, ils sont obligés d'avoir un pre-approval pour pouvoir mettre votre offre. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Aussi, une autre chose qui est différente, c'est que si vous pensez acheter dans un building condo coop, il faut aussi s'assurer que le building est approuvé par la banque avec laquelle vous voulez travailler. À HSBC, on a déjà une pre-approved list de tous ces buildings-là. En général, ce sont de bons buildings. Et s'ils ne sont pas déjà dans notre liste, on fait une petite revue et on fait ça comme ça. Et on revue le building. Maintenant aussi, pour les clients qui préfèrent payer cash, bien sûr, pas de problème, vous pouvez le faire. Et vous
payez cash, vous closez sur votre bien et nous revenez. Et là, on peut vous offrir un mortgage sur la propriété que vous venez de closer dessus. Quoi d'autre de vous dire? Bon, évidemment, chaque client est son histoire personnelle, donc c'est toujours beaucoup mieux de me parler directement pour que j'évalue un peu la situation. Euh, voilà, donc je sais que Romain, après ça, il partage nos informations et évidemment, ça me ferait plaisir. Voilà, merci. Avec Très clair, plaisir. Betty. Merci. Euh, j'ai mis les emails dans le chat de tous les intervenants d'aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin de les contacter en direct, n'hésitez pas. Et si jamais vous regardez ce webinaire en replay ou ailleurs et que vous n'avez pas accès au contact, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je vous forward le mail à la bonne personne. Parfait. Est-ce que on parle du closing, Mathias? Très bien. Bonjour à tous. Merci Betty, Renaud, Marius. Alors, je vais partager mon écran en une minute juste pour donner, on va discuter rapidement, et un peu en détail, de quelle est la procédure d'achat. Juste pour vous donner une idée de quelles seront les étapes à suivre. Comme ça, quand vous commencerez justement votre sélection avec Monsieur De Tilly et Marius, vous savez quelles seront les étapes qui viendront ensuite. Je vais mettre un slideshow. Vous avez sûrement des questions, comme a dit Romain avant, n'hésitez pas à nous envoyer un email ensuite. On pourra répondre en détail. Bien sûr, hein, on peut faire aussi des appels, c'est plus facile. Là, c'est juste pour donner une idée générale. Donc, ne vous inquiétez pas. Si quoi que ce soit, vous pouvez demander ensuite. Donc, je vais partager mon écran. Share screen. Voilà, Parfait. très bien. Voilà. Alors, première étape, je remonte un petit peu à ce que disait Renaud avant, c'est que vous allez sélectionner votre bien avec votre agent. Vous sélectionnez le bien avec eux. Vous allez faire une offre. Et on assume que l'offre a été acceptée par les vendeurs. Une fois que l'offre a été acceptée par les vendeurs, ce que font les deux parties, c'est l'agent du vendeur et Renault, vont préparer un deal sheet, qui est juste un dossier Excel ou un simple document, qui va donner les termes du contrat. C'est vraiment quel est le bien, quel est l'acheteur, qui est le vendeur, qui est l'avocat de l'acheteur, l'avocat du vendeur, les agents respectifs. Si c'est une coop ou un condo, on reviendra dessus après, quelle est la compagnie de management qui gère le ligne, et les détails, le prix d'achat, ce qu'il y a des meubles qui resteraient dans la vente, choses particulières. À ce moment-là, ce deal sheet est envoyé à toutes les parties. C'est pour ça que vous devez avoir votre avocat à ce moment-là. Et dès qu'on reçoit le deal sheet, ce qui se passe-t-il, c'est que l'avocat des vendeurs, lui, prépare le contrat d'achat. Et nous, d'autre côté, en tant qu'acheteur, on commence notre due diligence. On fait, avant de recevoir le contrat, si on n'a pas reçu le contrat tout de suite, on contacte le building en lui-même, c'est-à-dire si c'est un coop ou un condo, on contacte la compagnie qui est en charge de cela, on revoit les documents de taxe foncière, on regarde en ligne le département de la ville s'il y a des violations, travaux qui ont été illégaux, choses comme ça. Je vais m'arrêter une seconde, juste pour que vous sachiez. La différence entre un condo, une coopérative et une maison. Une maison, c'est la maison, comme je pense en France, un pavillon, maison simple, très simple. Le condo, c'est un appartement, comme vous avez en France, vous avez un appartement qui vous appartient dans un immeuble, c'est à vous, l'appartement, le bien, les murs sont à vous. Le coop, c'est quelque chose qui est un peu hybride. Et en fait, c'est une coopération, c'est une compagnie qui est propriétaire du bâtiment en entier. Et quand vous achetez pas les biens, vous achetez des shares, des parts de la société qui représentent la taille de votre bien dans l'immeuble. Ce qui fait, donc vous n'êtes pas propriétaire des murs. Vous économisez, par exemple, comme a dit Marius, sur le 2% sur un mortgage ou un crédit immobilier, pardon, vous économisez 2% de taxes qui auraient dessus à l'achat. Le bâtiment, le building en lui-même ne s'occupe pas de tout ce qui est assurance, paiement des taxes foncières qui seront payées dans votre, ce que vous appelez loyer, eux, là-bas. La grande différence, c'est celle-ci. D'une, vous n'êtes pas propriétaire du mur. Deuxièmement, en général, par mètre carré et plus bas pour les coops, mais la raison est simple, c'est parce qu'en général, un coop a toujours une hypothèque dessus. Il se refinance de 20, 30 ans, 40 ans. Donc, techniquement, vous êtes responsable d'une partie de cette hypothèque. Et troisièmement, la grande différence entre un condo et un coop, c'est que, comme a expliqué Renaud aussi, c'est qu'un coop, la direction du building, l'association des propriétaires, a un droit de regard sur qui va acheter
qui va louer. Et surtout, quand vous faites des travaux, il y a plus de droit de regard que dans un condo. Dans un condo, c'est vraiment votre bien, vous en faites plus ou moins ce que vous voulez, il y a quand même des règles, hein, c'est tout. Mais les coopératives sont beaucoup plus contraignantes. Tout ce qui est par exemple pied à terre, comme on dit avant, c'est vraiment du cas par cas. De plus en plus, on voit des coops qui l'autorisent. Donc, en général, plus simple de se concentrer sur un condo. Et si à l'occasion, une coopérative est un peu flexible, du vous dit. Voilà. Je reviens où j'en étais. On est toujours sur la due diligence. On revoit l'étape du contrat qu'on recevra entre-temps. On contacte le management de compagnie en suivant que c'est un contrat coopératif. On a des questions à leur poser. On vérifie que les informations qui sont dans le contrat et dans le term sheet que nous avons correspondent à la réalité, c'est-à-dire quelles sont les taxes foncières, quelles sont les charges mensuelles qu'on doit payer bâtiment et quels sont les impôts sur les impôts fonciers. De là, on négocie aussi la terme du contrat. Donc, il y a un peu d'aller-retour. En général, il y a des addendums de chaque côté. On assume qu'on est satisfait avec les termes du contrat, on est satisfait avec ce que et à ce moment-là, vous devez décider, OK, je vais signer mon contrat. Vous signez votre contrat. Avec cela, on doit envoyer 10% du prix d'achat qui restera sur le compte séquestre de l'avocat des vendeurs. On envoie ça ensemble. Jusqu'à ce que ce moment-là, on n'est toujours pas en contrat. C'est-à-dire que le vendeur peut faire ce qu'il veut. Une fois que le vendeur reçoit les 10% qui restent sur le compte séquestre jusqu'au closing, il signe le contrat, nous sommes en contrat, et le bien peut plus être vendu tant que vous respectez le contrat. À ce moment-là, on arrive dans la prochaine étape de ce cycle. Le contrat a été signé, on a fait une diligence. Maintenant, on a signé un contrat, on a mis les 10%. Vous allez faire deux à trois choses différentes. Premièrement, si vous avez un dossier pour un financement à préparer, vous allez travailler avec Betty, la banque, pour préparer ça de votre côté. Deuxièmement, vous allez travailler avec Renaud et Marius pour préparer votre dossier qui sera soumis à la management compagnie du bloc ou du condo. Cette étape n'existe pas quand c'est une maison. Et troisièmement, nous allons travailler avec une title agency, une agence qui, comme complément de l'avocat, un peu le travail d'un notaire, c'est qu'ils vont remonter à l'historique du titre et comment il est transféré du vendeur à vendeur du vendeur, pour être sûr que ça a été transféré de bonne façon, que c'est bien le bon propriétaire qui nous vend le bien. En plus de ça, une chose différente, ils vont aussi vous donner une police d'assurance au closing, soit pour un condo ou un coop. Avant, c'était que les condos, maintenant, ils font aussi pour les coops. Et cette police d'assurance, c'est une police d'assurance sur le prix d'achat. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un vient des années après, vraiment, mais ce bien a été transféré immédiatement, vous êtes protégé pour ça. Et ça, c'est un peu plus compliqué, c'est très spécifique aux États-Unis, donc des choses que ne vous inquiétez pas, on pourra en discuter plus tard. Ça, c'est la data agency. Quand ces trois étapes arrivent à leur bout, c'est-à-dire que votre dossier est accepté par la management company, si c'est un condo, il a été soumis à la management company, envoyé au propriétaire, et ils ont juste un droit de premier recours. C'est-à-dire que ou ils achètent le bien au même prix, jamais, ou ils vous accordent le droit de d'acheter le bien. Première chose. Si c'est un coop, là, avec grande différence, ils ressortent le même dossier, mais eux, vous allez avoir un entretien avec eux, et à la suite duquel ils peuvent accepter ou refuser pour quelque raison que ce soit, c'est discrétionnaire. Donc, ils peuvent ne pas nous donner de raison pour laquelle ils auraient refusé. Ça, la première étape. Deuxième étape, votre financement est prêt. Vous allez travailler avec votre banque, vous faites une estimation du bien, le prix correspond à l'estimation que la banque a fait du bien. Le bâtiment a été approuvé, je l'ai expliqué. Et vous dites, voilà, nous sommes prêts, nous avons tous les documents nécessaires, nous sommes prêts à closer et à verser des fonds de financement. Et troisième chose, la Title Agency a confirmé que le titre, ce qu'on appelle clean, propre, ils ont reçu de notre partie et de la partie des vendeurs toutes les informations nécessaires pour assurer le titre, l'assurance. Et une fois qu'on a ces trois, oui, on prépare ce qu'on appelle le closing. C'est une réunion où, avant le Covid, c'était toujours tout en personne. Maintenant, c'est un peu hybride, c'est en personne, pas toujours. Et on arrête une date, à la date de laquelle tous les paiements doivent être faits et le titre passera. Juste avant le closing, que ce soit la veille, le matin, vous allez faire une dernière inspection physique avec Marius et Renaud pour être sûr qu'il n'y ait pas eu dommage, dommage que la situation, le statut physique du bien n'a pas changé depuis que vous avez fait la première fois. C'est l'offre, la due diligence, le contrat d'achat et maintenant le closing.
Rapidement, je vous laisse faire une capture d'écran si vous voulez. Ça, ce sont des taxes à la charge de l'acheteur, typiquement en New York, quand vous achetez, basées sur le prix d'achat. Euh, Cela peut être négocié quand c'est un nouveau développement, acheté sur plan par exemple, mais quand c'est une revente de bien existant, c'est c'est- 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 c'est à votre charge à considérer, en plus de 2% du financement si vous avez un financement. En dessous d'un Euh, million, il n'y a pas de taxe. non, pas le mansion tax. Il n'y a pas de transfert Parfait. tax. Maintenant, bon, j'ai encore une minute, Romain. Oui, oui, vas-y. Oui, alors, juste pour les transferts taxes, parce que c'est bien souvent. Quand vous achetez un nouveau développement, en général, quand je bien sur plan, toutes les taxes, que ce soit les taxes qui sont en général attribuées au vendeur ou à l'acheteur, sont à la charge de l'acheteur. En ce moment, comme a expliqué Maurice avant, les développeurs sont plus flexibles. Donc, non seulement ils ne vont pas vous imposer de payer leurs taxes qui représentent 10% du prix d'achat, mais en plus, ils vont accepter normalement de prendre en charge votre mention tax. C'est pas quelque chose qui est standard, ça vient par époque. Et en ce moment, il y a encore cette possible négociation. Euh, Ensuite, les taxes que vous avez en tant qu'acheteur, principalement, c'est si vous avez un financement, disons 500 000 dollars de financement, votre le prix d'achat, c'est 700 000, vous empruntez un demi-million, vous allez avoir une taxe de 2% là-dessus, engage reporting tax, vous emprunte 10 000 dollars. Ce que vous n'avez pas encore, seulement en condo ou en maison. Euh, mais ça, le mieux, c'est quand, pour vous aider, une fois que vous avez sélectionné quelques biens, vous avez un peu de marché, vous nous envoyez, vous avez vu qu'il vous a plu, on vous fait carrément une estimation de toutes les charges jusqu'au closing. Comme ça, vous avez une idée, bon, quels seront mes coûts pour choisir bien jusqu'à mon closing. Et on peut le faire au cas par cas, donc c'est beaucoup plus facile. Et ça peut Ouais, être je me permets une parenthèse là-dessus, Mathias, c'est que même n'importe qui peut aller sur Internet et taper New York Buyer Closing Cost Calculator, tu vois, et sur une simple calculette en ligne, généralement, on arrive à voir déjà de manière très détaillée l'ensemble de ces coûts liés à l'achat. correct. Seule chose, les gens qu'on fait, n'oubliez pas que c'est à New York, c'est New York City, donc l'État, la ville et le county comptent beaucoup. Donc, ça vous donne une idée, mais de temps en temps, j'ai vu des gens qui font ça, après ils se rendent compte que c'est calculé pour le Nevada, pour la Floride, et c'est pas du tout la même chose. Mais Oui, c'est toujours mieux d'avoir le conseil d'un attorney de toute façon pour l'achat du bien. Ça, c'est obligatoire. à New York, oui. Malheureusement, oui, ils vont vraiment mieux. Euh, Là, je vous laisse en capture d'écran si vous avez mes informations. Si vous avez je vous conseille, pour un email ou nous appeler. Euh, je vais répondre à vos questions. Mais pour vous rappeler, il y a la sélection du bien, la négociation du contrat, le travail avec votre banque, les agents pour votre dossier et ce qu'on appelle la title agency, le pre-closing, la rating closing du fonds, et c'est toujours un peu chaotique. Le fonds et les titres vont passer le même jour. Donc, c'est un avantage et un inconvénient, parce que c'est un peu stressant, mais ce qui est bien, c'est que tout le monde est autour de la même table. Donc, si jamais il manque quelque chose, s'il y a un problème de dernière minute, on va trouver une solution et après, vous êtes propriétaire. Voilà. Merci à tous les quatre. Du coup, on a reçu pas mal de questions. On avait reçu une première. Je pense que c'est pour Renaud. Question de Jacques. Est-ce que c'est moins cher si j'achète cash à New York? Oui, la réponse c'est oui. Quand on achète grosso modo avec un mortgage, donc grâce à Betty, ça nous coûte dans les environs de 4% de frais de closing cost. Et si on achète cash, on est aux alentours de 2,25%. Voilà, donc oui, ça coûte moins cher quand on achète cash. Alors, ce qui est très particulier au marché new-yorkais, c'est qu'on a quasiment une transaction sur deux à New York qui se fait cash, ou Oui. ce qu'on appelle aussi cash parfois, c'est sans funding contingency ou sans ce qu'on appelle la mortgage contingency. C'est-à-dire sans voilà, la clause suspensive On de paiement. était, on était à 50% avant, et là, actuellement, avec les taux, on est à plus de 2 tiers. Donc, c'est 2 tiers des transactions qui sont cash. Et ça coûte moins cher aussi parce qu'on a, même si Manhattan, il y a beaucoup de cash, on a une force de négociation plus importante, évidemment, quand on est cash. Donc, forcément, on va payer
peut-être moins cher son bien? En moyenne, c'est entre -5 et -8% quand on a une offre cash. Parfait. Si vous avez des questions sur LinkedIn, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés sur LinkedIn. Je vois vos questions, donc n'hésitez pas à les poser. Et sur Zoom, c'est toujours ouvert aussi pour poser des questions. On a Marie qui nous posait une question. Si j'ai bien compris, ça veut dire que DeTi propose autant d'appartements à acheter qu'un agent comme Corcoran, par exemple. Yes, oui, donc ça c'est la bonne nouvelle pour nous, c'est que on a ce système central unique qui fait que chez Deux-Tiers Real Estate, on propose autant d'appartements ou de maisons à acheter que chez n'importe lequel autre de nos concurrents, dont nos amis de chez Corcoran. Donc ça c'est la bonne nouvelle, ça veut dire qu'avec nous, on peut acheter n'importe quel bien. Ça veut dire, si je rephrase, dans la vitrine de Deux-Tiers Real Estate, il y a 15 000 appartements achetés et 15 000 appartements alloué. Donc ça, c'est le truc qui est génial de la part dans le système new-yorkais en tout cas. Et il y a une répartition équitable, égale à 50-50 des frais de commission entre l'agence qui représente le propriétaire et donc le bien et l'agence qui représente l'acheteur et donc voilà, le buyer en anglais. Parfait. Euh, il y a Jonathan qui disait, à propos des frais pour l'acheteur, dans le passé, les 6% des frais d'agence étaient pour le vendeur. Dernièrement, 3% pour l'agent de l'acheteur, peut-être ajouté aux frais de l'acheteur. Quelle est la tendance pour 2024 par rapport à vos dernières ventes? Alors, ouais, bien vu, Jonathan, effectivement, c'est le gros séisme qui a commencé à secouer un peu le monde real estate de New York City. En fait, il y a eu un process, ça a commencé en dehors de l'État de New York, où un vendeur a dit, mais je ne vois pas pourquoi moi, je devrais payer les frais de l'agent de l'acheteur. C'est de la discrimination. Et en fait, il a gagné son procès et c'est arrivé jusqu'à New York. Donc aujourd'hui, ça n'est plus une obligation légale pour le vendeur de payer donc les deux parties, c'est-à-dire les 6% de frais d'agence répartis en 2 fois 3% ou les 5% répartis en 2 fois 2,5. Mais l'agence a le libre choix de choisir qui va payer quoi. Maintenant, il y a un système qui est en place avec un organisme qui s'appelle REMNI, le système du MLS. Il ne tient aussi que parce qu'il y a une mutualisation de tout ça. Donc, c'est possible maintenant. Aujourd'hui, dans les faits, dans 95% des cas, le vendeur va payer les deux frais d'agence. Et c'est un avantage concurrentiel aussi, notamment quand on est vendeur. Si vous dites, bah, vous vous débrouillez avec vos frais de 3%, notamment pour votre broker, ou alors c'est offert par nous, ben vous vous doutez bien que les agents qui représentent les acheteurs seront plus à même de proposer des biens où leur commission sera de manière sûrement payée plutôt que d'avoir des biens sur lesquels il va falloir au cas par cas, qu'il négocie avec son acheteur ces 3%. Donc, je réponds à la question. Oui, c'est nouveau. Non, dans les faits, c'est pas encore appliqué. Et en tout cas, c'est un avantage concurrentiel quand on est vendeur de dire, même si on l'intègre dans le coût dans le coût, hein, faut pas se berner sur l'idée. Les 3%, ils n'ont pas disparu. Ils sont soit rajoutés dans le prix de vente ou soit retirés du prix de vente. Mais ils seront toujours là, de toutes les manières. Merci. On a Alain qui nous dit, peut-on nous donner une idée des coûts agents et avocats et taux, taxes, donc taux, taxes et mortgage? Je vais y aller encore. Euh, Non. les agents, quand on loue, c'est 15% du montant annuel du loyer qui est à payer par le locataire. Quand on achète, jusqu'à maintenant, la bonne nouvelle, c'était quand vous achetez, vous n'avez aucun frais d'agent à payer. Modulo, Jonathan, la nouvelle loi qui est en train de passer, mais qui sera probablement effective qu'à partir dans quelques années, en tout cas d'un point de vue opérationnel.
Donc voilà, donc ça c'est 3%, ces 6% sont à payer par le vendeur. Donc c'est le vendeur qui va payer les frais dans le cas d'un achat-vente et c'est le locataire qui va payer les frais dans le cas d'une location. Parfait. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose au niveau des frais, Mathias ou Betty? Ok. Les frais, c'est pour résumer, on achète cash, c'est entre 1,5 et 2%. On achète avec un mortgage, c'est 4,5% pour retenir. Pour être. Voilà. Parfait. Et on a la beauté aux États-Unis qu'on peut acheter cash et aller voir Betty et récupérer son argent en empruntant contre sa propriété. On voit Ouais, très peu en France, je crois. Tout à fait. Tout à fait, oui. En France, ce n'est pas possible. Et Betty, tu pourras le dire, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Très Le, bien. le refinancement est possible aux États-Unis, ce qui n'est pas possible en France. Donc, pour des investisseurs, c'est très intéressant, à partir de quelques années, peut-être, de refinancer son bien pour pouvoir racheter quelque chose d'autre tout en gardant sa propriété. exactement. Et vous avez deux possibilités, soit faire un refinancement, c'est-à-dire un crédit mortgage classique, ou aussi on peut offrir des home equity, des lignes de crédit. Donc, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Évidemment, encore une fois, c'est vraiment personnel. Donc, quand on a cette conversation, on peut passer par les deux possibilités. Parfait. Isabelle nous demande, pouvez-vous nous donner un pourcentage de closing cost relatif à la valeur du bien en travaillant avec HSBC? Alors, les closing costs, c'est à peu près entre 4 et 6%. Euh, Bien sûr, ça, c'est les closing costs générales. Juste pour HSBC, évidemment, c'est bien moins. C'est autour de peut-être 5 000 $. Mais le reste, ce sont les mortgage tax, les avocats, le title, tout ce genre de choses qui doivent être payées, qui fait partie de la transaction du mortgage. Merci. Alison nous demandait aussi, êtes-vous à Jersey City, New Oui. Jersey? Enfin, moi, oui, on peut travailler à Jersey. Est-ce que les autres, vous pouvez travailler aussi à Jersey City? Nous ne sommes pas autorisés à travailler à Jersey City parce que nous, on a des licences de New York. Nous sommes licenciés de l'État de New York, mais nous travaillons avec des partenaires là-bas. Donc, avec grand plaisir, s'il y a des projets à New Jersey, de pouvoir transmettre les coordonnées de nos partenaires là-bas. Parfait. Euh, je ne sais pas si on a encore Mathias avec nous, mais je pense qu'il fait essentiellement les closings sur New York. Peut-être qu'il reviendra nous le préciser. Euh, Alison nous demande comment on fait si on n'a pas les 20% d'apport? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors, ça dépend de plusieurs choses, du prix d'achat, ça dépend si vous êtes résidente américaine ou pas. Si vous êtes résidente américaine, si vous avez, dépendamment du prix d'achat, il y a des programmes où vous payez moins. Vous pouvez mettre moins que 20%, mais après, il y a un autre frais qui se rajoute mensuellement qui s'appelle PMI, Private Mortgage Insurance. Euh, alors, enfin, c'est ça les choix, si vous n'avez pas le 20%. Parfait. Mais je crois qu'on a répondu à toutes les questions. On est parfait au niveau timing. Euh, j'ai plus qu'à vous montrer juste, parce que je reçois souvent des demandes, si vous voulez revoir tout ça en replay, vous allez sur French Morning, vous descendez tout en bas, et là vous avez la section webinaire, et vous retrouvez tous les webinaires de French Morning, et là vous voyez Oui. notamment le webinaire d'aujourd'hui avec nos 4 experts. Voilà. Romain, tu pourras nous mettre sur la homepage, il n'y a pas de problème. Oui, tu es en permanence sur la homepage, Marius. Voilà. Merci. Euh, Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et puis, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Merci. Merci Merci. Romain, merci à tous, à très vite. À Ciao. bientôt. Ciao.